Bienvenue dans Tête à Tête. Nous parlons aujourd'hui, encore une fois, d'actualité ici en République démocratique du Congo parce que c'est une question d'argent. Parce qu'évidemment, ce crédit, c'est une dette que la population va rembourser et des buts. C'est là justement que se pose le problème, la problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ici, il faut dire aussi que un personnage rempli de créativité est favori pour rester en lice. Voilà, nous disons que c'est une manœuvre politique. Bonjour et merci de regarder Tête à Tête. Il était jusque très récemment ministre provincial près le gouverneur de province en charge des finances et de l'économie. Jean-Louis Kassongo a été révoqué à la fin du mois d'août par la vice-gouverneure et gouverneur intérimaire du Kasaï oriental après 3 mois de suspension. Une décision qui est commentée diversement au sein de l'opinion. Il y a ceux qui estiment qu'en tant qu'intérimaire, la gouverneure Jeannette Longa Moussamba n'a pas de compétence pour soit nommer ou révoquer un ministre. D'autres estiment qu'au regard des responsabilités lui confiées par le ministre de l'Intérieur, elle peut bien le faire. Nous nous interrogeons sur cette question avec le concerné directement que nous recevons sur ce plateau de Tête à Tête. Maître Jean-Louis Kassongo, bonjour et bienvenue dans Tête à Tête. Merci beaucoup, bonjour M. Arsène. Vous venez d'être révoqué par la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, pour, selon l'arrêté de votre révocation, avoir posé des actes engageant les responsabilités du ministère dont la charge vous était confiée, celle des finances et de l'économie, alors que vous étiez en suspension. Lors d'une dernière conférence de presse que vous avez animée en Bujimaï, vous avez soutenu que cela n'est pas le cas, qu'il s'agit plutôt d'un complot politique et d'une atteinte à votre honneur et vous exigez réparation. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de tout cela? Monsieur Arsène, merci pour la parole et merci pour l'invitation. L'occasion que vous me donnez de pouvoir m'étendre et donner la vérité sur votre chaîne de télévision. Ce que l'opinion peut retenir, c'est que c'est un gros mensonge que l'on m'a imputé dans un acte réglementaire qui est l'arrêté. Un gros mensonge, c'est ce que l'opinion doit retenir. Un gros mensonge parce que lorsque on prétend que j'ai signé plusieurs correspondances pendant le temps de suspension, la moindre des choses, et selon les règles qui protègent les droits de défense, c'est que l'on puisse m'inviter en ce temps de suspension et m'opposer les prétendues correspondances. Ça, c'est la moindre des règles. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, ce sont des prérogatives qui sont reconnues aux citoyens congolais dans la Constitution et même dans les textes qui régissent la discipline des agents de l'État. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir appelé et sans l'avoir entendu. Sur le plan disciplinaire, c'est la moindre des choses. Et ça nécessite qu'une action disciplinaire soit ouverte et instruite en bonne et due forme. Même s'il y a gravité, on doit ouvrir une action. Et à cette occasion, on devait me confondre avec ces prétendues correspondances et clôturer cette action, même si gravité il y a, clôturer avec célérité et prendre la dernière décision. Même pour la première sanction, celle de la suspension, elle est également assise sur des faussetés. Et donc pendant votre suspension, vous n'avez pas signé des documents comme ministre? Je n'ai pas signé, je l'ai dit. Un acte engageant. Je l'ai dit, je viens de vous montrer que la procédure veut qu'on puisse ouvrir une action disciplinaire, qu'on puisse me suspendre, mais j'étais en suspension parce que gravité il y avait des indices entre guillemets
des faits graves, on devait suspendre, mais j'étais en suspension, m'inviter et me confondre parce que toute sanction doit être précédée d'une enquête, d'une action disciplinaire, au terme de laquelle on devait établir la faute et maintenant prendre la dernière décision. Qui n'a pas été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait et les textes existent. Et comme je disais, même pour la suspension, ça n'a jamais été fait. La sagesse politique m'avait demandé en son temps de la suspension que je puisse observer un calme. C'est que j'ai observé, mais je crois que c'était un plan bien monté parce que j'étais le mal-aimé. Alors pourquoi vous dites que vous étiez le mal-aimé? C'est quoi le problème? Que vous reproche-t-on? En quoi votre présence constituait un gêne pour le gouvernement provincial ou l'équipe qui est restée à la gestion de la province? Je gênais parce que, en fait, je fâchais parce que j'étais un élément qui mettait en déroute tous les plans contre les gammes qui tendaient à asseoir un pouvoir assis sur un intérim mal compris. Il y a tout un réseau monté qui cherchait à asseoir ce pouvoir sur base de l'intérim. Et lors de ma première conférence de presse tenue au gouvernorat de province, avec l'autorisation de l'autorité provinciale, Jean-Moïse Mteba, cette conférence était basée sur la vérité, sur la motion de défiance votée contre le gouverneur Jean-Moïse Mteba. Cette vérité était basée sur le non-fondement dans tous ses contours de cette motion. Et j'avais même prédit que la procédure face à une motion de défiance, elle est telle que toute l'équipe qui est réputée démissionnaire reste en fonction. Deuxièmement, ma présence fâchait parce que j'ai eu à faire un voyage à Kinshasa en tant que ministre près le gouverneur sur le plan politique. Donc, à l'occasion de cette mission, il m'était demandé d'aller contacter les milieux politiques pour donner la vérité par rapport à cette motion de défiance. Et donc, M. Arsène, pour la deuxième fois, cette mission fâchait le camp qui a monté d'établir un pouvoir assis sur l'intérim. Lorsque vous parlez du camp, parce qu'au sein même du gouvernement de Jean-Moïse Mteba, il y avait des gens qui faisaient partie du complot pour le faire partie. Je ne suis pas là pour citer. Je ne vous demande pas de citer. Justement, c'est une question. Je vais juste que l'opinion retienne, parce que lorsque vous parlez de camp, on est un peu confus. Je peux vous répondre facilement en vous disant ceci, que dans des milieux politiques, en interne comme en externe, eh bien, ce camp était monté, parce que lorsque le message officiel du VPM est tombé le 17 avril, il y a des indiscrétions. On sait là où certains sont allés fêter et siroter parce que mission accomplie. Revenons à la mission que vous avez effectuée à Kinshasa. Vous dites que vous êtes parti contacter les milieux politiques et institutionnels à Kinshasa pour démontrer le non-fondement de la motion de défiance qui visait l'ancien gouverneur Jean-Moïse Mteba. Cette mission, vous l'avez effectuée quand? Et qui a signé votre ordre de mission? Avait-il en ce moment-là compétence de vous envoyer en mission? Merci pour la question. Elle me permet d'éclairer davantage parce que je sais que dans l'opinion, certains confondent les choses. Merci. Je dis ceci. La motion de défiance a été prise le 1er avril 2021. Le 2, le gouverneur a été notifié de cette motion à travers un PV d'adoption. Je crois, si je m'abuse, le 4, c'était un dimanche. Déjà, je crois samedi,
ou vendredi, l'autorité a signé l'ordre des missions. Donc vous constatez qu'en ce moment-là, il était aux commandes. Parce que nous sommes partis à Kinshasa le 4. Donc c'est en fonction que le gouverneur a signé en... 3 jours après le vote de... Oui, je crois quelques jours, mais c'est un dimanche. Mais l'ordre des missions établi en bonne et due forme par l'autorité qui était encore en fonction. Déjà déchu. Non, mais c'est là où le bas blesse. J'avais dit lors de ma conférence que le terme utilisé même dans la presse, c'est à tort que ce terme est utilisé. Nulle part dans la loi, il est utilisé le terme, au terme, permettez-moi la tautologie, de l'adoption d'une motion que l'Assemblée a destituée. Ça n'apparaît pas dans la loi. Les termes, nous les utilisons en fonction de la manière qu'ils sont étalés dans la loi. Rien n'est pris au hasard. Encore, le terme déchoir n'apparaît nulle part. Mais je suis écœuré chaque fois que j'entends la presse dire « il a été destitué, il est déchu ». Non, ça veut dire tout simplement que l'Assemblée a mis fin à ses fonctions. Ah, justement, c'est encore une mauvaise lecture. Mettre fin, c'est-à-dire que nous sommes devant un acte qui s'applique de manière contraignante et exécutoire, c'est-à-dire immédiatement. C'est ça la destitution. Il a été destitué parce qu'il y a déjà des conséquences de la destitution. Il part, il libère les fonctions. Ce qui a été fait par l'Assemblée. Attendez, l'Assemblée, justement, je suis en train d'expliquer, c'est une mauvaise lecture des choses. L'Assemblée, l'adoption d'une motion de défiance n'a pas une conséquence contraignante, immédiatement. Une conséquence exécutoire. L'Assemblée a fait sa part. Elle a voté, elle a adopté une motion. C'est tout. Lisez même le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Lisez même la loi portant libre administration des provinces. Lisez la Constitution. Nulle part il est collé à cet acte d'Assemblée qui est la motion un caractère exécutoire, comme cela est le cas pour un acte réglementaire, je cite l'ordonnance, l'arrêté, le décret. Ça, ce sont des décisions administratives exécutoires. Quand on prend un arrêté, il s'exécute immédiatement, même à la différence d'un jugement devant nos cours et tribunaux. Quand on prend un jugement, il n'a pas un caractère immédiatement contraignant et exécutoire. Il faut passer toutes les étapes de la procédure. Il y a des voies de recours. C'est au terme de toutes ces voies de recours qu'un jugement revêt le caractère exécutoire et contraignant. Il en est de même pour la motion de défiance. Donc c'est une incorrection. Dans la presse, on dit il a été destitué, il a été déchu. Mais alors je vous oppose le terme. Pourquoi dans la loi on dit il est réputé démissionnaire? Dans le terme réputé démissionnaire, il y a une substance qui démontre que cette adoption ne porte pas en elle un caractère exécutoire et un caractère contraignant. D'accord, nous allons revenir Alors, vous comprenez. Donc, parlons de votre à ce moment-là, vous comprenez que vous ne me permettez pas de tout terminer. Non, parce que la première des questions, vous m'avez demandé est-ce qu'il avait le pouvoir de prendre, de signer cette autre démission. C'est le 17 avril. Oui. Le 17 avril, quand moi je rentrais le 18, un dimanche, le 17 avril que le message officiel du VPM est tombé en demandant au vice-gouverneur, encore que c'est une violation de la loi, sur base de l'article 160 de la loi électorale que j'ai ici, en demandant au vice-gouverneur d'assumer l'intérim. L'intérim, j'espère que vous allez me poser la question sur l'intérim. Je vais encore donner de la lumière. Assumer l'intérim et expédier les affaires courantes. Mais c'est une incorrection parce que le VPM ne pouvait pas prendre une telle mesure en matière de motion de défiance
toute l'équipe reste en fonction parce que les termes consacrés par la loi et les seuls termes, parce qu'il n'y a pas une autre disposition légale qui dit le contraire, l'équipe est réputée démissionnaire. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'une motion de censure, c'est ça la matière consacrée dans l'article 160 de la loi électorale. Ce n'est qu'en cas de motion de censure que l'on accorde l'intérim au vice-gouverneur et il s'agit de l'intérim pour expédier les affaires courantes. Je crois que je peux carrément donner l'explication de l'intérim parce qu'il y a des confusions autour de cela, vous me le permettez? Je vous le permets. Il y a deux sortes d'intérim. Il y a l'intérim en temps normal d'exécution d'un mandat. Une autorité exécute son mandat en temps normal. Mais qu'elle s'absente ou elle se trouve être empêchée par une raison, on ne sait laquelle. Pendant ce temps d'absence, l'autorité qui reste assumer l'intérim exécute un mandat. Et là, elle n'assure pas, elle n'expédie pas les affaires courantes. Elle a un pouvoir élargi, encore que déterminé par l'autorité compétente. Là, les choses évoluent normalement. On ne peut pas confondre avec l'intérim devant une équipe qui est réputée démissionnaire et à qui on fixe un devoir précis, expédier les affaires courantes. Là, les pouvoirs sont restreints, totalement restreints. Vous ne pouvez pas nommer. Vous nommez pourquoi? Est-ce que vous êtes en temps d'exécution d'un mandat pour essayer de réajuster les tirs? Je crois que je me fais comprendre. Ça n'a pas de justification. Vous ne pouvez pas révoquer. Vous ne pouvez pas présenter... Même en cas de faute lourde. Mais justement, en cas de faute lourde, en droit administratif, il est dit devant une faute lourde. C'est-à-dire, c'est une faute qui vous empêche d'évoluer. Parce que la faute lourde, c'est comme une saleté qui vous met mal à l'aise. Qui ne vous permet même pas, peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, de respirer. Voyez un peu une saleté comme les ordures qui dégagent une mauvaise odeur. Vous n'allez pas respirer pendant longtemps aux côtés de ces saletés. Vous ferez tout pour les dégager. Voilà l'exemple que je donne. Une faute lourde. Mais justement, là, je crois que vous êtes en train de m'égarer. La matière, elle est en train de se dissiper. Je suis obligé de parler de la faute lourde. Et dans le cas d'espèce, il a fallu me chercher partout pour ne pas me trouver. Dans votre cas, il y a eu une faute lourde. Pour une prétendue faute lourde. Vous n'avez pas remis le rapport de votre mission de Kinshasa. Mensonge, parce que j'ai les rapports, je les ai, elles existent, plutôt ils existent, avec des accusés de réception. Vous avez déposé dans les délais requis. Mon frère... ou après la suspension. Mon frère... Parce que dans les documents qui vous suspendent, il est dit que vous n'avez pas déposé votre rapport de mission. Mais c'est justement ça la grande honte. J'insiste bien. Vous voulez que je vous apporte ces preuves? Que vous puissiez jeter un coup d'œil? Ces preuves existent. Je suis allé demander mes frais d'émission de la dernière mission. C'est une réaction énergique. Les frais de la mission dont il est question dans votre suspension. Voilà. Ben pourtant, on a appris que pour cette mission, vous avez emporté pas moins de 50 millions de francs à Kinshasa. On a la preuve. Maître Jean-Louis est là. Vous le recevez calmement. Il est en paix. On a la preuve. On a eu tout le temps d'administrer cette preuve. Où est la preuve? Et que vous n'aurez pas justifié aussi l'affectation de ces fonds si durant cette mission à Kinshasa. Si je n'ai pas justifié l'affectation de ces fonds, mais pourquoi ça n'a pas fait l'objet de la sanction ou d'une des sanctions? Parce qu'on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé, je suis un homme correct. C'est comme ça qu'on est tombé très bas sur des motifs qui font la honte.
Quand on est autorité, c'est respectable. Quand on est appelé excellence, s'il y a une respectabilité. Et moi, je tiens à cet honneur-là. Vous m'appelez excellence, je garderai ce flambeau, même révoquer ce flambeau de cet honneur intact, parce que je tiens à ma dignité. Donc, mon cher, il n'y a pas de preuve de ces 50 millions ou quoi. Eh bien, rien, ce n'est que des racontards. J'ai ma conscience tranquille. Pendant la suspension, on a cherché à fabriquer un motif pour m'écrouler parce que je gênais. Je gênais pas seulement pour la conférence de presse ou la mission que j'ai effectuée. J'étais le ministre prêt. Je gênais aussi parce que sur le plan des finances, c'est l'homme qui ne pouvait pas vraiment mettre à l'aise les gens. Ma présence pouvait peut-être déboussoler certains plans ou quoi, que sais-je encore. Je gênais parce que j'ai initié, j'ai traité le dossier des anciens combattants, que je maîtrise très bien. Et ce dossier, quels sont les résultats aujourd'hui? Eh bien tout ça, ça justifie peut-être. Nous savons qu'il y a toujours des reliquats qui sont... Non, les reliquats sont partis de 96 millions pour un effectif de 10 059 personnes. Nous avons encadré la paye et nous a donné bénéficiaires 400 et quelque chose. Voyez la soustraction que vous pouvez faire dans 10 059 et voyez ce qui reste. Et quand nous avons encadré, c'était aux yeux et au vu de tous. Il n'y a jamais eu un engouement, il n'y a jamais eu une marée humaine. Et lorsque nous avons reversé, la situation qui est restée, eh bien on a commencé à ponctionner. Et au moment où l'intérim a évolué, je ne sais pas, parce qu'on est venu réhabiliter ces personnes et pour des motifs fallacieux. J'ai jeté un coup d'œil dans ces arrêtés de réhabilitation. On prétend que la procédure était caduque. Non, M. Arsène, la caducité s'établit lorsqu'on ouvre une action disciplinaire contre un agent ou un fonctionnaire. On commence à compter le délai de 3 mois. L'instruction doit porter dans 3 mois. Ça, c'est l'instruction originaire. Mais si l'autorité a clôturé son instruction par une proposition de sanction qui dépasse ses compétences, tel était le cas, quand l'autorité transmet le dossier avant les 3 mois à l'autorité compétente qui a le pouvoir de nommer, on ne peut pas parler de caducité. L'arrêté fait également état du fait que la procédure qui était initiée ici était viciée. Qui a qualité pour établir cet état de vice de la procédure? C'est l'autorité compétente à qui l'on a transmis le dossier. Mais ici, c'est l'autorité locale qui n'a pas instruit le dossier et qui, dans un arrêté, prend de telles motivations. Mais allez-y comprendre quelque chose. Mais à peine rentrée, cette équipe qui a d'abord jugulé, et cette équipe, nous appelons parce qu'il y a des correspondances. Chef de division, écoutez, je ne cite personne. Alors, moi je cite pour éclairer la lanterne de ceux qui regardent. Ça nous engage parce que ces arrêtés, nous les avons tous lus. Je vous informe. Il s'agit des chefs de division, des anciens combattants. Vous avez l'information, mais je vous informe que de 96 millions actuellement, par mois, actuellement on est à 29 millions. Parce que on avait récupéré de force une somme qui était prête pour être versée 2 mois, 62 millions fois 2, parce que c'est à ce niveau-là que le chiffre avait chuté. Donc 124 millions, on a récupéré prétendant qu'il y avait des bénéficiaires. Mais on n'a jamais vu ces bénéficiaires. Parce que la DGRA a démonté au créneau et elle a écrit, il y a des gens qui ont écrit. C'est comme ça que par pitié on remet. On dit venez récupérer. 58 millions divisé par 2 pour les 2 mois, 29 millions. Non mais déjà, vous êtes avec moi, déjà à votre époque, on vous verrez si les 29 millions vont résister. Alors, je vous demanderai, lorsqu'il y aura paye des anciens combattants, allez enquêter. Nous allons suivre le dossier de près. Dites-moi si vous allez trouver une marée humaine. Nous allons suivre le dossier de près
permettez que je vous appelle Monsieur le ministre, même si vous avez été révoqué. Monsieur le ministre, ça passe? Non, monsieur le ministre, là, ça ne va pas. Appelez-moi Excellence, là, ça va parce que là, c'est un titre honorifique. Je ne suis plus ministre. Alors, du coup, je préfère vous appeler dans votre qualité de juriste. Alors, même lorsque vous encadriez la paye des anciens combattants, l'on avait appris, et c'était vrai, qu'à Mounédite, par exemple, il y avait des gens que vous n'aviez pas payés, qui continuaient à réclamer, qui ont même manifesté, alors qu'ici, vous vous félicitiez d'avoir mis la main sur un réseau de détournement. Pourtant, il y avait des bénéficiaires à qui vous n'avez pas envoyé de l'argent. Sur scène, je vous dis que je maîtrise très bien ce dossier. Ce sont des mensonges. Pourtant, il y avait des manifestants. Je vous donne le récit exact. Nous avons appris cela. Nous avons appelé ceux qui ont géré cette paye ici, en Bujimaï. Est-ce que vous transmettiez la quote-part de Kabinda, Mounédito et consorts? On nous a dit non. C'est un gros faux problème. L'ancien chef de division de budget nous l'a démontré. Koutena, Adolphe, je crois que c'est Adolphe. Koutena. Il nous l'a expliqué, c'est un gros mensonge. Et quelques temps après, on nous apportera des documents officiels du ministère de budget qui détachent les enveloppes des différentes provinces. On voit l'enveloppe de Lomami, on voit l'enveloppe de Kabinda, Lubao, Mounédito. J'ai ces documents au cabinet. J'ai même rencontré, en fait, le comptable qui paye à Mounédito est venu me rencontrer. Il m'a encore donné d'autres documents pour prouver que voilà notre code pour l'ancien combattant et pour les retraités civils. Voilà ce que nous payons, voilà ce que nous percevons. Dans une autre émission, si vous le voulez, je vais vous apporter ces preuves écrites. Parce que j'ai de la culture de photocopier. Et certains comptables de Luputa sont venus me voir. J'ai brandi les documents, je leur ai demandé, venez demain, nous allons échanger avec un PV. Ils ont détalé. Certains de Kabinda sont également venus, ils ont fait la même chose. Mais pendant ce temps de la mafia, pour essayer un peu de dégonfler le chiffre, on a appelé des quidam à qui on a remis. Mon cher ami, il n'y a jamais eu de documents écrits, des écrits dans cette prétendue passation des sommes. C'est un gros mensonge. Et vous dites, après que ces décisions, les décisions portant votre suspension-révocation par la gouverneure intérimaire, vous dites que votre honneur a été sapé parce qu'il a été porté à votre charge des actes de faux, l'usage des faux, des fautes lourdes administratives. Vous demandez réparation. Quel est le contenu du concept de réparation que vous exigez? Vous voulez que l'autorité prenne un communiqué pour vous décharger ou vous voulez qu'elle vous réhabilite? Écoutez, nous sommes arrivés à un stade où les choses doivent se passer de manière très correcte. Moi, je suis un juriste. D'abord, vous-même, vous avez qualifié ces faits de faux. Ce n'est pas moi, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit que ce sont des faussetés. Vous avez utilisé l'expression lors de votre dernière conférence de presse. Vous avez parlé de faux et usage. Non, j'ai dit que ce sont des faussetés. Tout ce qu'on a présenté comme motif, c'est grossier, ce sont des faussetés. Jusque-là, je ne dévoile pas ce que j'ai comme lecture sous le plan de droit. Je n'ai jamais dévoilé cela. Je sais ce que j'ai dit. Donc, je disais que mon frère Arsène, l'honneur n'a pas de prix. Hein? Et surtout pour ceux qui savent ce que ça représente. L'honneur n'a pas de prix. Moi, je suis un avocat. Je suis membre du conseil du barreau du Kasaï oriental. Je suis à mon 3e mandat comme membre du conseil. Ça veut dire ce que cela veut dire. Je suis chef de travaux. Ça veut dire ce que cela veut dire. Informateur. Je suis père de famille. Je suis politicien de l'UDPS, intègre. Tiens, vous êtes de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. Pourtant, on vous présente comme quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS. Bon, c'est des mauvaises langues.
des mauvaises langues. J'ai eu à l'expliquer ça et là. C'est des très mauvaises langues parce que là où j'ai expliqué, j'ai montré, c'est que j'ai déjà posé comme acte pour le parti. J'épingle juste un seul acte. Peut-on donner à quelqu'un qui n'est pas du parti, en 2011, la compilation des résultats des présidentielles et des législatives de la députation nationale? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Membre de l'UDPS. C'est moi qui l'ai fait. J'étais le point focal pour le Kassai et je transmettais les résultats. On ne peut pas donner cette tâche à n'importe qui. Ça, c'est un des éléments parmi tant d'autres. Alors, je disais que l'honneur n'a pas de prix. Et il appartient à celui qui a sapé mon honneur de voir comment corriger. Et corriger de la manière la plus correcte. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas à moi de quantifier à ce niveau. Faute de quoi? Autrement, si on vous réintègre dans le gouvernement... Je n'ai pas cette solution en tête. Je dis bien, il appartient à l'autorité qui a sapé mon honneur de pouvoir quantifier les choses et équilibrer. Je ne voudrais pas entrer dans des détails à ce niveau. L'autorité, c'est sa responsabilité. Retenez tout simplement que quand l'honneur de quelqu'un a été sapé, ça mérite réparation. Entre autres, les solutions qui se présentent et que nous imaginons, il y a par exemple votre réintégration au sein du gouvernement. Il vous est permis d'imaginer. Hein? C'est des solutions. Il vous est permis d'imaginer. Parce que dans les cas d'espèce, je n'en vois pas d'autres. Il vous est permis. Vous l'avez, en principe, vous devez être réintégré au sein. Écoutez, monsieur Arsène, vous êtes journaliste, vous avez cette liberté d'imaginer, de supputer sur un fait comme celui-ci. Moi, je remets cette charge parce que c'est de la responsabilité de celui qui a sapé de trouver la solution et de me la proposer. Avant d'aborder le dernier angle de cette thématique pour clôturer complètement cette émission, cette question, on me l'a posée aussi par les téléspectateurs lorsque nous avons annoncé cette émission. Est-ce que votre présence finalement n'est constituée par un élément qui dérangeait la cohésion au sein du gouvernement? Parce que tout à l'heure vous dites que l'on a monté une histoire de toutes pièces. En fait, c'est ce que nous avons saisi de vos dires. Est-ce que finalement, par le fait que vous étiez celui qui défendait les intérêts du gouverneur Jean-Moïse Mouteba, vous constituez dans l'état actuel des choses un élément pouvant menacer la cohésion du gouvernement, et cette seule raison suffirait pour vous mettre en dehors de l'équipe? Merci pour la question, elle est très 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 importante. Vous savez, quand on parle de la cohésion de l'équipe, il faut qu'on ait d'abord des prémices exactes dans la tête lorsqu'on évoque la cohésion de l'équipe. Il faut avoir des prémices exactes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous parlez de la cohésion dans votre entendement, de récupérer le pouvoir par intérim et de le gérer, tout est faussé. Je crois que je me fais comprendre. Tout est faussé. Alors, devant deux logiques pareilles, parce que nous parlons d'une et une seule équipe, tous réputés démissionnaires. Mais pendant que, dans la logique de la loi, il s'agissait d'une motion de défiance, comme je l'ai expliqué, qui ne nécessitait pas qu'il y ait l'intérim du vice-gouverneur. Mais on viole la loi. Sur base de l'article 160, on forge un intérim et on comprend mal cet intérim en exécutant un mandat au lieu de se limiter à expédier les affaires courantes. Vous comprenez que les prémices sont déjà mal placées. Alors, celui qui est resté dans la logique légale, encore qu'il n'y ait jamais eu un élément brandi qui établit que j'ai gêné la cohésion. Parce que je vous ai dit, quand on parle du rapport, le rapport existe. Qu'est-ce qui a gêné la cohésion? Quand on parle des correspondances, mais on devait me les présenter. Tout le temps pour les présenter n'existe plus. Donc, la thèse qui
soutient que je gênais la cohésion, c'est une thèse hyper erronée. Et donc quand déjà on est dans l'entendement erroné, eh bien vous comprenez que ce sont des actes délibérés, posés, pour pouvoir nuire. Et c'est établi. Il n'y a pas un problème de cohésion. Il n'y a pas un problème de cohésion. Il y a quelques jours, M. Jean-Louis, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a annoncé l'organisation imminente des élections dans 14 provinces sur les 26 qui comptent les RDC, particulièrement les provinces où les gouverneurs ont été destitués par les assemblées provinciales et dont les décisions ont été entérinées par la Cour constitutionnelle. Et parmi ces provinces, il y a la province du Kasaï oriental. Mais vous soutenez que sur le plan de droit, selon votre observation comme juriste, qu'au Kasaï oriental, il ne peut y avoir élection du gouverneur car Jean-Moïse Mouteba n'a pas été destitué ni par l'Assemblée, moins encore par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par cela? Ne s'agit-il pas d'une confusion que vous jetez dans l'opinion quand on sait que le ministre de l'Intérieur est quand même compétent en cette matière? Compétent, oui, c'est de sa compétence. Mais l'autorité compétente peut commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Deuxièmement, j'aimerais corriger sur deux plans. Vous dites que Jean-Moïse Mouteba, lui, là je viens d'oublier, mais dans la suite je vais donner la réponse. Mais une correction d'abord, c'est que vous dites que la Cour a entériné. En les déboutant, c'est un entériné. La Cour a entériné. C'est une incorrection. La Cour n'a pas compétence pour entériner un acte d'assemblée. La Cour constitutionnelle, elle a ses prérogatives propres. Lesquelles? La Cour, elle est compétente en interprétation de la Constitution ou en conformité d'un acte pris par rapport à la Constitution. Quiconque estime son droit constitutionnel être violé a qualité pour saisir la Cour. Donc la Cour ne se limite que par rapport à un acte conforme à la Constitution. Vous pouvez être devant le tribunal de paix. Une des dispositions constitutionnelles a été mal interprétée, n'a pas été appliquée en conformité avec la Constitution. On suspend lorsque vous initiez une action en inconstitutionnalité. Donc à tous les stades, voilà, ça c'est la compétence traditionnelle de la Cour. La compétence spéciale de la Cour, et d'ailleurs elle est nulle part exprimée dans une des lois, mais c'est une réflexion de la Cour. Et moi je dis que dans les actes des instruments internationaux, notamment les déclarations des droits de l'homme, il y a des dispositions qui ont donné compétence à la Cour de manière spéciale. C'est-à-dire, tout celui qui a un recours à faire, même si ce recours n'est pas prévu par la loi, la Constitution dit que toute personne a droit à un recours effectif. C'est à travers cette disposition que la Constitution a étendu sa compétence spéciale. Donc par rapport à la motion de défiance, pratiquement ce qu'a fait le gouverneur Jean-Moïse Mouteba, c'était une motion adoptée en violation des droits constitutionnels. Violation des droits de la défense, délai pour comparaître, violation du contradictoire et j'en passe. Au moins 5 dispositions constitutionnelles qui ont été violées. Des droits fondamentaux contenus dans la Constitution. Donc cette motion adoptée, cette adoption en violation des droits constitutionnels qui ont donné compétence à la Cour constitutionnelle. Donc la Cour n'a pas compétence pour qu'on dise qu'elle a confirmé. Non, elle n'a pas compétence pour toucher le fond de la motion. Le fond c'est quoi?
et détournement, non, ça c'est pas la matière de la Cour. Et elle n'a pas touché cela. Voilà pourquoi il ne faudrait pas dire que la Cour a confirmé. La Cour s'est limitée à vérifier s'il y avait des droits fondamentaux et si ces droits violés tels que le gouverneur Jean Maouéja les avait présentés ont été effectivement violés. Encore, je vous dis, sur le plan scientifique, je vous dis que ça a été encore une autre violation des droits de la défense du gouverneur Jean Maouéja, mais ce n'est pas le cas. Non. Les hauts magistrats ont considéré que les droits de Jean Maouéja Mouteba n'ont pas été... Oui, c'est ça la sentence, mais je vous dis que je ne voudrais pas entrer là-dedans, mais sur le plan scientifique, je sais vous le démontrer que c'est encore une violation des droits de la défense. Alors donc, vous comprenez que la sentence de la Cour constitutionnelle n'a pas confirmé la motion de défiance. Et donc, lorsqu'il s'agit du cas de la motion de défiance, ce sont les dispositions que je vais vous brandir maintenant qui s'appliquent. Parce que quand il s'agit de la motion de censure, je vous le dis, il y a 10 différences. Motion de censure et motion de défiance. La motion de censure, elle est traitée par l'article 160 de la loi électorale, qui est ici. Si vous voulez, je vais faire lecture. Cet article dit, lorsqu'on prend une motion de censure, le gouverneur dépose sa démission. Et c'est une démission du gouvernement provincial. Et donc, elle englobe tout le monde. Et dès qu'il dépose sa démission, c'est dans quel délai? Dans 24 heures. S'il ne le fait pas, le terme consacré par la loi, c'est que cette démission est d'office acquise. Que vous ayez déposé ou pas, vous avez démissionné. Vous comprenez comment la loi, le législateur est précis? Ce qui n'est pas le cas pour la motion de défiance. Quand on dit il est réputé démissionnaire et ça s'arrête là. Ici on dit que tu es déposé dans les 24 heures ou pas, la motion, plutôt la démission est acquise. Et il s'agit de la démission de tout son gouvernement. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur notifie cela à la CENI pour qu'elle organise dans les 30 jours les élections. Et le ministre accorde l'intérim au vice-gouverneur qui assume l'intérim. Parce qu'on dit qu'on a déposé une démission du gouvernement provincial. Peut-on concevoir que dans cet intérim, vous puissiez vous comporter comme si vous aviez plein pouvoir et que vous osiez même présenter un bilan de 100 jours? Cela est indiqué pour ceux qui ont un mandat qu'ils exécutent en bonne et due forme. Ça, c'est pour la motion de censure. Mais les termes consacrés pour la motion de défiance, ce n'est qu'ils sont réputés démissionnaires. Prenez l'article 147 de la Constitution, alinéa 2. L'alinéa 2 de cet article parle de la motion de censure et reprend les termes des 24 heures pour déposer la démission du gouvernement. Ça corrobore avec, d'ailleurs j'allais confondre, c'est l'article 160 qui corrobore avec la disposition constitutionnelle. De la même manière, et à l'alinéa 3, c'est la motion de défiance. Quels sont les termes pour la motion de défiance? Uniquement, le gouverneur et son gouvernement, l'équipe est réputée démissionnaire. Ça s'arrête là. Deuxième disposition ou bien deuxième texte, c'est la loi portant libre administration des provinces. C'est à l'article 42. Le texte est là. Si vous voulez, je pourrais faire la lecture. Cet article reprend textuellement les termes de l'article 147 de la Constitution. Pour la motion de censure, un délai pour déposer. Pour la motion de défiance, uniquement réputé démissionnaire. Réputé démissionnaire. Faudra-t-il que je place peut-être un mot? Le dictionnaire juridique dit que lorsque quelque chose est réputé, c'est-à-dire qu'il y a une présomption et que cela repose que sur la volonté de l'auteur. Voilà. Autrement, si le concerné ne veut pas démissionner... Oui, il y a d'autres mécanismes. Il ne démissionne pas. Oui, c'est-à-dire que c'est réputé. Encore faudra-t-il que l'on arrive à un dénouement
dénouement sur le non-fondement de la décision qu'il a placée dans ces conditions, point d'interrogation, ou dénouement d'une certaine autorité supérieure. Ça, c'est mon raisonnement. Parce que toutes les dispositions qui partent de la motion de défiance s'arrêtent là. Là, je venais de parler de la loi portant libre administration des provinces, qui reprend textuellement ce qui est dit dans l'article 147 de la Constitution. Enfin, c'est l'article 192 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental. Le texte est là. Si vous voulez, je préfère la lecture. Ce texte reprend également in extenso les termes de l'article 147 de la Constitution. Nulle part on trouve une disposition légale qui établit que, quand on prend une motion de défiance, il y a l'intérim, violation de la loi. Quand on prend une motion de défiance, il y a les élections, violation de la loi. J'ai lu ça et là dans des réseaux sociaux, des gens qui ont publié, et même dans le groupe des avocats barreaux du Kassai oriental, j'ai été vilipendé. Vilipendé. On dit que c'est quel juriste ça fait la honte. Je dis oh. Parce qu'il semble que vous êtes seul à avoir cette interprétation. Plusieurs juristes que nous avons rencontrés estiment que par le fait que la Cour constitutionnelle a fait considérer que la procédure ayant mené au vote de la motion avait été respectée, cette démarche devient irrévocable et que le ministre de l'Intérieur ayant notifié la vice-gouverneure pour assumer l'intérim, la page est définitivement tournée. Mais je venais de vous donner la réponse quand je vous ai dit que vous avez dit la Cour. Votre culture, elle sort un peu de l'ordinaire. Mais justement, elle sort de l'ordinaire parce qu'elle est correcte et elle est réfléchie et elle va plus loin. Tout ce qui débite là, il faudra qu'il vous donne certaines dispositions légales pour justifier ce qu'ils disent. Mais je viens de vous donner la lecture sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Et ils disent de manière, permettez le terme, la langue d'un juriste, elle se contrôle toujours. Ils le disent sans pousser plus loin. Je disais que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui me dénigrent, mais sans donner une seule réflexion. Vous, au moins, vous avez consulté certains qui vous ont donné cette réflexion. Encore faudra-t-il savoir si elle est fondée ou n'est pas fondée. Parce que dire que la Cour constitutionnelle a avalisé, comme je venais de vous dire, elle n'est pas compétente, ça n'entre pas dans ses compétences. Moi, ma réflexion, elle m'amène où? C'est le Conseil d'État qui est compétent. Parce que lorsque l'on regarde la nature juridique d'un acte d'assemblée, c'est un acte qui est similaire à un acte d'autorité. Et dans ce cadre-là, on peut lui faire revêtir le caractère d'une tendance administrative. Et c'est en cela que le Conseil d'État peut être compétent, ça c'est ma lecture, parce que la Déclaration des droits universels, des droits de l'homme dit que chaque personne a droit à un recours effectif. Monsieur Arsène, qu'est-ce que cela veut dire? Donc on ne peut pas exister dans un pays, on ne peut pas se retrouver dans un pays où il y a des actes qui ne peuvent pas être jugés. Si il y a ce déficit dans la législation, c'est normal. Notre législation, partout, ce sont des œuvres humaines. Mais il y a cette clé, je crois, qui se retrouve même dans notre Constitution, mais tout le moins, dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit chaque personne a droit à un recours effectif. Ce que cela veut dire? Lorsque, aujourd'hui, c'est comme à l'époque Rabound avait initié un recours vers le Conseil d'État, mais c'était étonnant que le Conseil d'État ait dit que non, il est incompétent. Ma lecture, c'est que c'est le Conseil d'État qui est compétent. Mais peut-être que Jean Théba a estimé ne plus aller là-bas, quand d'abord, sur le plan, là, il visait l'annulation de l'acte qui a été adopté en violation de ses droits. C'est ça qu'il visait là-bas. Il n'a pas touché le fond. Il n'a pas présenté les éléments de fond. Et quand quelqu'un vous donne ce qu'il donne comme lecture là-bas, ils y comprennent. Et pourquoi, après la décision de la Cour constitutionnelle, il n'a pas attaqué le fond de la motion auprès du Conseil avec cette lecture que vous faites? Je viens de vous dire que tout il avait consenti de parti. Mais je vous dis que ça, ce n'est pas consentir de parti. Parce que je vous ai dit que... La loi lui donne le droit. Non, la motion de défiance, eh bien,
les portes sont grandement ouvertes parce qu'il demeure en fonction jusqu'à nouvel ordre. C'est l'autorité à qui on est censé remettre la démission. Regardez, pour la motion de censure, la démission est remise au chef de l'État. Donc c'est l'autorité, devant cette brèche ouverte du silence de la loi, c'est l'autorité à qui l'on doit remettre cette démission qui est censée avoir le dernier mot. Et pourquoi le dernier mot? Parce qu'en vertu de l'article 80 et 198 de la Constitution, c'est cette autorité qui a investi. Investi. Regardez la valeur. Tu as été voté par l'Assemblée provinciale, mais cela n'a pas suffi. Il a fallu que le chef de l'État porte son empreinte d'investissement, d'investiture plutôt. Et il a marqué cette empreinte, et maintenant, c'est de la même manière et tout à fait logique que cette autorité puisse délier de cette investiture. Ça, c'est la brèche que la loi a donnée, et mon interprétation est tout à fait logique. Il y aura élection au Kasaï oriental. C'est dire que la page Jean-Moïse Mouteba est définitivement tournée. Vous devez là aussi l'accepter selon que les choses se présentent à l'état actuel. Monsieur Arsène, je vous réponds en tant que juriste. Si le VPM m'entend à travers votre émission, avec tout son cabinet, qu'ils analysent la teneur et la portée de l'article 160 de la loi électorale et qu'ils puissent reculer. C'est comme ça, même en droit administratif, il y a l'annulation, l'autorité peut revenir sur sa décision. Ça, c'est légal. Si, attendez un peu, s'il y a élection, je vous réponds en tant que juriste, il n'est pas interdit qu'il y ait une voie de recours dans le délai, qui puisse même après élection exiger une sorte de rétropédalage lorsqu'on aura constaté que tout cela est assis sur la violation de la loi. Donc la précipitation importe peu. Il faudrait qu'on applique la loi. Nous sommes dans un État qui se veut un État de droit. Eh bien, il faudra vraiment qu'on respecte les principes. Et pourquoi, à votre avis, le président de la République n'a pas dit mot par rapport à toute cette situation pour le moment et de manière officielle? Parce que là, vous dites qu'il lui appartient, selon votre lecture. Non, non. À ce stade-là, je parle du ministre de l'Intérieur. Justement, moi, je reviens à toute cette période entre le vote, parce que vous êtes contre l'expression, la déchéance, entre le vote de la motion de défiance par l'Assemblée provinciale et aujourd'hui. D'abord, Jean-Moïse Mouteba n'a pas déposé une quelconque démission, c'est dire que ça n'a pas été de son avis, tout cela, et que le président qui devrait apprécier ne l'a pas toujours fait. Que peut-on comprendre par là? Écoutez, il ne faudrait pas, je n'ai même pas capacité d'extirper ce qui est dans le fort interne du gouverneur Jean-Moïse. Tiens, vous avez été quand même son ministre près, et vous êtes jusqu'à preuve du contraire l'un de ses très proches collaborateurs. Oui, je le suis. Ce n'est pas un péché, je crois que c'est une très grande fierté, contrairement à tous ceux qui débitent ce qu'ils débitent là. Parce qu'on aura été ensemble et dans une même direction correcte. Alors je disais que je ne saurais pas être dans son fort interne pour extirper ce qu'il y a là-bas. Dès qu'il y aura une expression, ça sera... Vous ne pouvez pas parler? On peut en avoir parlé, pour certaines histoires, mais je crois que c'est pas le... C'est pas le moment, les lieux indiqués. Il y a des choses que nous connaissons et que nous ne pouvons pas étaler ici parce que c'est pas important. Le chef de l'État, Wakuneme Kibwa, il est sage. Il est très sage. Un sage, il sait prendre le temps de réflexion, le temps d'observation. Un sage, il écoute les deux sons de cloche. Et un sage, il agit toujours au moment opportun. La page Jean-Moïse n'est donc pas définitivement tournée. Mais, écoutez, nous sommes dans un état de droit. Jean-Moïse n'a-t-il pas le droit de revendiquer ses droits? Ou de revenir comme gouverneur aussi?
L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Louis Kassongo. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, après le gouverneur en charge des finances et de l'économie. Vous avez été révoqué de vos fonctions il y a moins d'un mois par la gouverneure intérimaire. Ça a été un honneur de vous recevoir dans Tête à Tête et d'évoquer ces sujets. Merci beaucoup, M. Arsène. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous et d'échanger sur ce sujet et de m'avoir donné l'occasion de donner la lumière sur toutes les zones d'ombre qui peuvent exister ça et là. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Tête à Tête. Merci de nous avoir regardés de partout. Merci aussi à toute l'équipe technique, James Mouchia et Idriss. Prenez rendez-vous avec nous très prochainement. Vous pouvez aussi aller regarder cette émission sur notre chaîne YouTube, Arsène Ponga officiel. Au revoir. Bienvenue dans Tête à Tête. Nous parlons aujourd'hui, encore une fois, l'actualité ici en République démocratique du Congo parce que c'est cet argent, parce qu'évidemment, ce crédit, c'est une dette que la population va rembourser et des buts. C'est là justement que se pose le problème, la problématique de l'indépendance du Congo. Et ici, il faut dire aussi que un personnage rempli de créativité. Et favori pour rester en lice. Voilà, nous disons que c'est une manœuvre politique